Bonjour, on se retrouve pour le 21e épisode sur notre balado Le Café Molière du théâtre Cirque Molière. Aujourd'hui, j'ai avec moi Rose Nagard-Tremblay. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Aujourd'hui, on va parler de l'opéra Alcina, créé en 1735 par George Friedrich Handel et qui est actuellement présenté au Manitoba Chamber Orchestra, dirigé par Anne Manson et coproduit par le Manitoba Chamber Orchestra et le TCM via notre directrice artistique et générale, Geneviève Pelletier. J'ai fait quelques petites recherches autour de Alcina, étant novice en opéra. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit résumé de ce que ça raconte? Déjà, si je fais le résumé, ça va être de la perspective de mon personnage, parce qu'évidemment, je me suis mise au centre du drame, comme toute bonne interprète. Moi, j'interprète Bradamante, qui vient sauver son fiancé, qui est sous l'emprise d'une enchanteresse. Alors, l'histoire de l'enchanteresse, c'est Alcina. Elle habite sur une île, et il semblerait qu'elle transforme ses amants ou ses ex-amants en pierres, en animaux, quand elle est un peu tannée de s'amuser avec, disons. Et puis, moi, j'apprends que mon fiancé s'est égaré et se retrouve présentement sur cette île. Alors je me déguise, je porte les vêtements de mon frère pour venir à sa rescousse. C'est donc un opéra, selon ma perspective, extrêmement féministe. Et quel est le style de l'opéra? C'est un opéra baroque. Ouais. C'est quoi un opéra baroque? Baroque, c'est l'idée. Déjà, c'est le plus caractéristique du baroque, c'est les enjolivures, c'est la broderie comme on trouve dans l'art visuel. C'est la même chose qu'on retrouve dans la musique baroque. Il y a beaucoup de fioritures vocales, des petites dentelles. On est dans la délicatesse. On est aussi dans les danses. Chaque morceau est inspiré d'une danse. C'est donc c'est en fait assez folklorique par ses influences. Est-ce que tu pourrais tu l'avais déjà commencé, mais faire un rapide retour sur les personnages, quels sont leurs buts, leur histoire aussi? Ok, ouais, là c'est pas besoin de faire très long, mais oui. Bon, on a Alcina donc qui est extrêmement puissante. C'est difficile pour moi de comprendre exactement ses motivations. Je pense qu'elle aime séduire. Je pense, ouais. Je me dis, c'est peut-être ça. Ensuite, il y a sa bonne motivation. Oui, voilà. Il y a sa sœur qui, elle, est vraiment, on l'a décrit comme frivolous. Justement, je pense que peut-être qu'elle est un peu dans l'ombre d'Alcina, donc elle aimerait bien vivre ses propres histoires d'amour. On sent qu'il y a une tension amoureuse entre elle et Oronte, qui lui est, je pense, un général, mais je suis pas trop sûre en fait de son titre. Mais il habite avec elle sur cette île. Il fait partie de cet univers-là. Et puis il y a moi qui débarque avec un personnage qu'on a transformé. À l'origine, c'était une sorte de mage qui s'appelait Mélisso. Nous, on en a fait un rôle parlé. Et on l'a transformée en femme. Elle s'appelle maintenant Mélissa. Et c'est un peu comme mon guide à travers tout ça qui m'aide à trouver des chemins pour sauver Ruggiero, qui est mon futur époux. Et alors, comment il a fait pour se retrouver dans cette situation, ce Ruggiero? Je pense que c'est une histoire de quête océanique. On sait pas trop. C'est le genre d'aventure assez typique de l'époque finalement. Les hommes qui partent puis on les retrouve plus. Est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur ton parcours artistique et comment est-ce que tu as été amené à participer à cet opéra? Ouais, oui. Moi, j'ai commencé la musique très tôt. J'ai toujours voulu être chanteuse. Ouais. Enfant, je voulais plutôt être auteur, compositrice, interprète. Je me suis donc un peu développée en parallèle dans tous ces domaines, c'est-à-dire la poésie, la composition, le chant. J'ai cherché le théâtre aussi. Et puis au final, quand j'ai découvert le monde de l'opéra, c'était plus vers l'âge de 12-13 ans. Et je me suis rendu compte que l'opéra, c'était l'éventail complet des possibilités. Donc, pour quelqu'un comme moi qui voulait toucher à tout, c'était le meilleur canal. J'ai donc décidé de continuer mes études plus spécifiquement là-dedans. J'ai fait mes études entièrement à Montréal.
J'ai fini avec un baccalauréat à l'université McGill et un diplôme en littérature aussi. Ensuite, j'ai fait une résidence artistique à l'Opéra de Montréal de 3 ans. Ensuite, il y a la pandémie qui nous a frappés comme tout le monde. Donc, quand j'étais prête à prendre mon envol pour les scènes internationales, puis finalement, j'ai été clouée à la maison et je me suis mis à enseigner les langues, enseigner le français, l'italien. Quand finalement j'ai pu partir, là j'avais un peu j'avais le feu de prix, là j'avais vraiment hâte que ça décolle mes affaires. Donc j'ai fait tous les concours. Ça c'était l'année 2021. J'ai fait un concours à Paris, le concours UNESCO, où j'ai gagné le premier prix et j'ai trouvé une agence. Merci. Une agence parisienne qui m'a permis de faire plusieurs auditions en Europe et de commencer à étoffer mon calendrier finalement. J'ai aussi gagné le premier prix du concours de l'Orchestre symphonique de Montréal la même année. Deuxième prix au prix d'Europe. J'ai été nommée Révélation par Radio-Canada. Et puis là, ça m'a vraiment, ça m'a projeté. Et puis ce qui a vraiment fait la différence dans mon parcours, en fait, c'est quand je me suis rendu compte de mon registre de contralto. Parce qu'en fait, je m'entraînais plutôt comme mezzo-soprano avant. Et j'ai pris conscience avec à travers le répertoire, à travers le travail avec ma professeure, que j'étais plus à l'aise dans le registre de contralto. C'est quoi les différences entre ces... Ah oui, une voix de contralto, c'est la voix la plus grave chez les voix de femmes, et c'est aussi la voix la plus rare. Ce qui fait que je me retrouve souvent justement appelée pour des rôles spécialisés comme celui-ci, le rôle de Bradamante. C'est un rôle qui est assez court, mais qui est très difficile à remplir parce que ça a des exigences vocales qui sont très rares chez les femmes. Donc c'est pour ça que finalement j'ai le plaisir d'être invitée parce que finalement j'avais pas vraiment de contact ni avec le Manitoba, ni avec l'orchestre, ni avec le Cercle Molière. Est-ce que c'est la première fois que tu viens jouer à Winnipeg? Oui. Alors, les impressions? Déjà, j'ai trouvé que le public était extrêmement attentif et chaleureux. Ça, c'était une belle surprise. J'ai adoré. Bon, l'orchestre, il est vraiment, vraiment top, là. C'est très beau niveau. Puis, travailler avec Anne aussi, qui est extrêmement généreuse comme chef. Et puis, déjà que ce soit une collaboration aussi avec une production théâtrale, j'ai trouvé ça super enrichissant. Surtout un concert, disons là, c'est vraiment une version concert. C'est pas une production où on a un mois de répétition. C'est toujours un défi finalement de pouvoir transmettre le drame, puis de créer une trame narrative, créer comme un... en fait, j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai trouvé que c'était très satisfaisant, très bien conçu. Et tu as mentionné qu'il y avait justement tout ce travail théâtral qui a été apporté, je pense, en partie par Geneviève. Oui. Est-ce que tu pourrais revenir un peu là-dessus? Parce que je suis très curieux de savoir quels ont été ses apports par rapport à cette pièce. Déjà, c'était de transformer le personnage de Mélisso en Mélissa, ouais. D'en faire donc un personnage narrateur plutôt que participatif. Et donc, il y a toute cette réécriture là qui a été faite, d'adapter le livret, de condenser, de créer des répliques qui nous permettaient de rapidement comprendre, ok, là on est rendu là dans le drame, de situer finalement l'auditeur. Ensuite, il y a une recontextualisation aussi de l'œuvre. Finalement, là, Geneviève elle s'est attardée à l'idée du colonialisme, de ce que c'est que finalement une culture qui peut-être d'un regard extérieur on ne comprend pas, donc on appelle sorcellerie, on appelle magie, mais que finalement, en fait, peut-être qu'Alcina elle les enchantait pas du tout, les hommes elle faisaient que les séduire. Qui sait, il y a ça aussi. Donc bon, après j'ai trouvé ça vraiment intéressant comme regard et je trouvais que ça fonctionnait très très bien avec l'œuvre. Tu travailles avec une équipe de création de niveau international, à ce que j'ai compris. Cette équipe, elle est composée de qui? Alors, on parle de l'équipe de ce concert ou mon équipe plutôt de ce concert d'abord. De ce concert. Là, j'avoue que je suis pourrie moi avec les noms, donc. Ouais. Je faisais référence à ça parce que j'avais vu une petite vidéo de présentation, je crois, de Anne Manson, qui justement évoquait qu'il y avait des artistes qui venaient de l'international pour faire cette pièce. Ah oui. Ouais. En fait, je pense que au niveau des interprètes, je
je veux pas me tromper, mais je pense qu'on est tous Canadiens, mais on a tous aussi des carrières qui s'étalent sur l'international. C'est peut-être à ça qu'elle faisait référence. Ah oui, et notamment avec toi, du coup, qui a fait plusieurs tournées en Europe. J'ai pas fait plusieurs. Là, je commence en fait mon travail en Europe. J'arrive tout juste de Metz où je chantais dans Rusalka, un opéra de Dvorak qui porte sur l'histoire de la petite sirène. C'est inspiré par les mêmes mythes. Oui, donc c'est ça. J'en suis vraiment au début de ma carrière internationale. C'est beaucoup les concours qui m'ont projeté. Et comment s'est passée ton expérience à Metz? J'ai adoré. C'est vraiment un très très beau théâtre, le théâtre de Metz. Et puis c'est une équipe aussi qui a un regard. Le directeur Paul-Émile Fournier, il vient du monde du théâtre. C'était un comédien, ensuite metteur en scène de théâtre. Donc il y a un regard vraiment basé sur le personnage et sur le drame et sur la synergie entre les personnages, ce qu'on n'a pas toujours le temps de faire à l'opéra. Donc j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à travailler sur cette prod. Tu as mentionné que la pièce Hachina était résolument féministe. Et j'étais juste curieux est-ce que Handel lui-même se revendiquait comme étant féministe ou pro-féministe, ou est-ce que c'est du fait que vous ayez transformé cette pièce, qu'elle soit devenue féministe? Ça c'est difficile à dire. Moi, je suis vraiment pas historienne dans mon rapport à l'art. Je pose la question naïvement exprès. C'est une bonne question. Je pense que ça vaudrait la peine d'aller fouiner un peu dans la littérature sur Handel lui-même. Ce qu'on retrouve, moi, ce que je trouve féministe finalement, c'est ce pouvoir. Je veux dire, on est dans les années 1700 quand même. C'est ce pouvoir d'une femme qui décide d'aller sauver son promis. C'est quand même assez courageux, c'est quand même assez hors norme. Moi, c'est ça que je voudrais qualifier de féministe. Après, il faut quand même qu'elle se déguise pour le faire. Il y a ce bout-là qui est encore à travailler. Et il y avait tout cet aspect-là autour de la séduction aussi qui pouvait être relié à ce côté féministe. On peut dire finalement l'empowerment, ouais. Tu as mentionné aussi les concours que tu as fait. J'étais curieux de savoir qu'est-ce que ça a pu t'apporter dans ton développement artistique. À chaque fois qu'on fait un concours, on se mesure à soi-même d'abord et avant tout. C'est donc une opportunité de prendre le pouls. C'est de voir où on en est rendu, de se donner des défis. Je m'entoure toujours d'une équipe vraiment très très qualifiée quand je prépare un concours. J'ai une prof elle, je la vois à longueur d'année, ma professeure que j'aime beaucoup, elle s'appelle Lena Hellström-Fellnef, elle est originaire de Suède, basée à Stockholm. Et on travaille parfois en personne, parfois en virtuel, sur une base régulière. Mais j'ai aussi plusieurs coachs spécialistes que je vais aller chercher selon le répertoire que je prépare pour un concours. C'est donc vraiment une occasion de se mesurer à du répertoire, de se révéler ce qu'on est capable de faire sous pression aussi. Après, c'est que chaque concours est enraciné dans un milieu. C'est toujours porté par un producteur ou porté par un orchestre et donc c'est ça la richesse du concours, c'est l'accès à la communauté qu'il y a derrière, autant au niveau des rencontres qu'au niveau des opportunités professionnelles que ça débloque. Après, depuis que j'ai fait le concours de l'OSM, j'ai rechanté 3 fois avec l'orchestre. Je rechante avec eux à nouveau en septembre. Ça, c'est une relation de travail qui est hyper enrichissante. Et en t'écoutant, j'ai l'impression que tu as des contacts aussi bien en Europe qu'au Canada, peut-être ailleurs aussi. Oui, je dirais que c'est principalement en Europe et au Canada que j'ai établi mon réseau de contacts. J'ai très peu de contacts avec les États-Unis. J'ai toujours été vraiment appelée par l'Europe. J'avais vraiment envie d'aller travailler là-bas. Est-ce que c'est parce que c'est un peu la maison mère de l'opéra? Il y a ça. Pour moi, c'était beaucoup la taille des salles aussi. Il y a quelque chose de plus intime dans les salles européennes que dans les salles américaines. Et puis, j'aime beaucoup les langues, j'aime me plonger dans une culture différente, j'aime le voyage, la découverte, tout ça, l'aventure. Et donc, tu dois voyager assez régulièrement, alors? Oui, maintenant, je passe plus de temps sur la route qu'à la maison. C'est vrai? Oui.
Et est-ce que tu vas régulièrement, par exemple, à Stockholm, parce que tu disais que c'était des réunions qui pouvaient être en virtuel comme en personne? Ouais, ben j'y étais juste là avant d'aller Donc en tu France. fais par exemple Stockholm, puis France. Exact, c'est ça. Ouais. Quand c'est quand je vais en Europe, c'est une bonne occasion déjà de faire un petit détour, d'aller voir ma professeure. Elle aussi vient 2 fois par année à Montréal parce qu'elle a d'autres élèves ici. La communauté lyrique, c'est vraiment une communauté internationale. On se fait des petites familles un peu partout qu'on a hâte de retrouver. C'est pas difficile de... je suppose que ça doit être un rythme de vie assez particulier et soutenu. Comment tu fais derrière pour, par exemple, concilier vie professionnelle et vie personnelle? Ah bah c'est définitivement le plus grand défi. Ouais. C'est ce qu'on nous apprend pas à l'école. J'ai été chanceuse parce que pendant mon parcours à l'atelier lyrique à l'Opéra de Montréal, on a mis beaucoup l'emphase sur le travail autour de l'anxiété de performance, de la psychologie de l'artiste. On a travaillé avec un neuropsychologue qui venait nous donner des coachings. C'est ce que tu as fait durant tes formations? Entre autres, mais c'était une des formations les plus régulières qu'on a eues pendant ma résidence artistique. J'ai fait de la PNL aussi, c'est de la programmation neurolinguistique. C'est une forme de coaching. C'est dans le fond, on a vraiment des équipes comme les athlètes, les artistes lyriques. C'est très similaire en fait, c'est de l'athlétisme vocal. Donc on s'entoure du même genre d'équipe dont des gens qui ont la fonction de nous aider à stabiliser finalement le personnel, parce que c'est vrai que c'est difficile. Déjà juste de gérer les montées et les descentes d'adrénaline, c'est un énorme défi. Donc vous avez toute une équipe qui est là pour vous soutenir et pour vous aider aussi bien sur le point de vue psychologique que sur le point de vue physique. Après ça, c'est un choix que j'ai fait. Je pense qu'il y a des gens qui le font sans. Je connais des chanteurs aussi qui n'ont pas de professeur de chant, par exemple. Pour moi, je suis une personne très sociable. Déjà aussi, ça m'aide à stabiliser ma vie, d'avoir un ancrage dans une équipe finalement qui me suit, même si moi je me promène. Comme là cet après-midi, j'ai rendez-vous avec ma gérante. On va discuter de nos projets et tout ça. Puis je parle avec mes agents régulièrement aussi. J'ai ma prof, j'ai mon coach à Montréal que je vois à chaque fois que je passe. Puis tout ça, c'est mon noyau finalement. Parce que sinon, c'est beaucoup de solitude. C'est pas quelque chose que j'avais envie de vivre. On s'était resté sur tous les aspects autour de la préparation et de comment est-ce qu'on se met en condition pour être, on va dire, le plus préparé en fait possible pour faire ces représentations. Est-ce qu'il y a des difficultés, par exemple, qui reviennent assez souvent, par exemple, juste avant une présentation, lors d'un entracte, par exemple, avant une première même? Je dirais que la difficulté principale que moi je retrouve, c'est parce que comme je suis contralto, les rôles que je fais sont souvent courts ou c'est pas des premiers rôles. Les premiers rôles généralement c'est plutôt des rôles de soprano ou de ténor, c'est les voix les plus aiguës, les plus disons héroïques. Moi, j'ai une voix chaude, donc typiquement, on va me donner des rôles plutôt maternels ou sensuels. C'est un peu les deux, ou des rôles de sorcière. C'est un peu les trois types de personnalités que j'interprète sur scène. Et donc, ce qui fait que souvent, j'ai des rôles que j'entre, je ressors, je reviens, je ressors. Et la difficulté, c'est de maintenir le niveau d'énergie. Par exemple, dans Roussalka, ce que je faisais à Metz, je chantais au tout début de l'opéra et ensuite au 3e acte. Donc, il y avait, je pense, facilement 2h30, peut-être 3 heures entre ma première et ma 2e apparition. Et entre-temps, il s'est déroulé tout un drame. Et il y a eu énormément d'énergie qui s'est déployée sur scène. Mais moi, il faut que j'arrive et que je sois au même niveau que tout le monde. Est-ce que tu restes sur scène ou est-ce que tu reviens en coulisses pour ensuite revenir? Mais alors, ça veut dire qu'il faut qu'à chaque fois, effectivement, tu sois toujours prête à rehausser le niveau et l'intensité de la scène. Généralement, quand c'est comme là, c'était vraiment particulier. C'était vraiment une très longue pause. Je décrochais complètement parce que ça sert à rien d'essayer de soutenir 3 heures d'énergie toute seule dans ma loge. Donc, je décrochais complètement. Je méditais. Est-ce que tu fais un tour en ville? J'aurais pu. Mais non, avec le maquillage que j'avais du maquillage sur tout le corps, tous les bras. J'ai même retrouvé des paillettes encore hier.
Mais non, donc je médite. Même souvent, ce que je fais, c'est que j'étudie un autre rôle entre temps. Parce que comme ça me garde réchauffé, ça garde mon esprit éveillé. Et puis juste avant d'entrer sur scène, là, je vais faire quelque chose d'un peu plus physique, comme des jumping jacks, des push-ups, juste pour me remettre un peu dans l'énergie. Ouais. Combien de temps de préparation généralement avant une présentation? Ça dépend de la taille du rôle. C'est parce que en amont de déjà la production, les chanteurs, on a déjà mémorisé notre rôle parce qu'il faut qu'il soit déjà intégré dans le corps. Donc pour un rôle principal, ça peut prendre jusqu'à 1 an de vraiment se l'approprier. Même après, je veux dire 1 an pour la première fois, puis ensuite on continue de le travailler toute notre vie. Moi, ça fait déjà plusieurs fois que je chante Carmen, puis à chaque fois j'ai l'impression de la redécouvrir. Puis je repars presque à zéro, on dirait à chaque fois. Mais sinon, un petit rôle, ça prend à peu près 1 mois, des fois juste quelques semaines, ça dépend de la taille, ça dépend de la langue aussi, si on a une facilité ou pas. Et pour Alcina, c'est un rôle de quelle taille? Dans Alcina, je chante 3 airs, un trio, il y avait les chœurs à la fin et puis pas mal de récits. Ouais. Donc ça représentait pour moi normalement à peu près 2 mois de travail. Ouais. Et alors c'est 2 mois qui sont très intensifs ou est-ce que parce que je suppose que tu dois conjuguer ça avec d'autres projets à côté? Oui. Non, c'est 2 mois où disons que je passe peut-être 30 minutes à 1 heure par jour à étudier la partition. C'est pas 2 mois à faire que ça. Ouais. Souvent il y a une superposition. Comme là dans les derniers mois, je travaillais 4 rôles en même temps. Il y a une superposition. 4 rôles. Ouais, là c'est un peu quand même. C'était quand même particulier. C'est chargé. Ouais, surtout que c'est tout dans des langues différentes. C'est quoi les langues? C'était en tchèque, en russe, en italien, puis en français. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de ces autres projets? Déjà, donc le Rusalka, c'est en tchèque. Ouais. C'est ce que j'ai fait à Metz. Là, dans une semaine, je pars à Munich, au Bayerische Staatsoper, où je vais chanter dans Boris Godunov. Et puis là-bas, je chante une aubergiste. Un petit rôle sympathique. Ouais. Et puis après, je reviens au Québec, à Montréal. Non, pas à Montréal, à Québec, pour le Festival d'Opéra de Québec, où ils vont produire Roméo et Juliette. Et puis là, je vais chanter la nourrice de Juliette. Ça a l'air assez impressionnant. Est-ce que est-ce qu'à chaque fois c'est une expérience qui est très différente ou est-ce que ça se répète le travail de création en fonction des lieux aussi? Est-ce qu'il y a des expériences qui t'ont marqué en fonction des lieux que tu as pu visiter ou venir y travailler aussi? Oui, il y a des expériences très différentes. Je pense tout de suite aux lieux qui ont des théâtres d'État. C'est quoi? Des théâtres qui appartiennent à l'État, finalement, qui sont financés par l'État, et donc qui ont une programmation beaucoup plus dense, généralement. Et souvent, ils ont comme en Allemagne, c'est très fréquent, et souvent, ils ont des productions qui sont en alternance, ou qui sont carrément en alternance, c'est-à-dire qu'un soir ça va être une prod, le lendemain ça va être une autre, et puis donc il y a comme, parce que sinon nous ici on fait en Amérique on fait plutôt un projet à la fois, on va faire 1 mois de répétition, ça va être un processus de création collectif et au bout de ça on va faire quelques représentations, tandis que dans les théâtres d'État les productions elles existent déjà et elles sont remontées. Et donc, quand tu es engagé pour une production comme ça, t'es un peu lancé dans un train qui est déjà en marche. Et puis, c'est ce que j'ai vécu pour ma première Carmen en Europe, en Bulgarie, à Sofia, où je suis arrivée. Puis c'était ma première Carmen professionnelle. Je l'avais fait dans des contextes un petit peu plus amateurs ou étudiants. Et puis, je suis arrivée, puis j'avais 4 jours pour monter la mise en scène au complet. Et puis c'est un personnage, c'est un rôle hyper long, Carmen. Ouais. Et surtout, c'est un rôle de comédienne qui dépend beaucoup de tes interactions avec les autres personnages. Et puis là, comme du coup, tous les autres interprètes avaient déjà fait leur rôle, souvent ils étaient en train de répéter autre chose pendant que moi je répétais. Donc j'ai monté Carmen toute seule en 4 jours avec l'assistante du metteur en scène. Et puis ça a été ça. Et puis ça fait quelque chose. En fait, je pense que c'est la Carmen la plus instinctive que j'ai fait. Parce que finalement, j'avais pas le temps de construire quelque chose avec les autres. Alors, j'y suis vraiment allée que sur le moment présent, que sur l'élan, que sur l'instinct. C'était quand même une super belle expérience. Est-ce qu'il y a déjà eu des expériences, mettons, de crash test, par exemple? De quoi?
Par exemple, des moments où il y a rien qui n'allait ou Ah bah oui. Ouais. Bah oui. D'ailleurs, ça, je dirais que pour moi le plus gros ça a été pendant ma résidence artistique, parce que quand on est en en formation, qu'on est confronté avec c'est-à-dire un contexte semi-professionnel finalement, où tu es sorti de l'école, mais on te donne encore de la formation, mais on s'attend aussi de toi à ce que tu performes sur un niveau professionnel. Donc, t'es mis un peu comme en mentorat dans des contextes professionnels. C'est une très drôle de position pour un artiste en fait, parce que on te demande d'avoir le courage de prendre position, parce que c'est ça finalement être interprète, mais on continue aussi d'essayer de t'entraîner et donc de te dire ah non mais ça c'est pas juste, ah non mais ça c'est pas la bonne direction, ah non mais tu devrais aller par là-bas. Alors finalement on est comme bombardé de beaucoup d'informations et moi je me suis un petit peu perdue pendant ma première année de résidence. On dirait que je voulais plaire à tout le monde. Je savais plus trop où était mon centre, puis ça a été beaucoup de pression finalement. Et comment ça s'est terminé? Ça s'est terminé par un crash monumental. C'est pas vrai. Oui. Sur scène? Oui, sur scène. En fait, ça a pas trop paru parce que c'était surtout des blancs de mémoire que j'ai eu, puis ça a été un peu rattrapé par les collègues. Moi, mon corps a lâché. Là, je suis tombée super malade. C'est l'anxiété qui mène à ça finalement, tu sais, mais je suis tombée super malade, puis j'ai pensé arrêter de chanter pendant quelques temps, et puis je me suis remise à l'écriture. Parce que c'était ça mon premier amour, c'est l'écriture, la composition, la création finalement. Puis j'ai écrit un cycle de mélodies qui s'appelle Healing, qui parle de se remettre de l'anxiété de performance en fait. Ça a été tout un parcours créatif qui s'est étalé sur 2 ans. Finalement, j'ai collaboré avec un compositeur montréalais, Éric Champagne, qui est un merveilleux compositeur qui a assuré la partie du piano. Moi, j'ai composé la mélodie. Et puis finalement c'est ce cycle-là que j'ai chanté en concours toute l'année, où finalement ça a commencé à fonctionner pour moi. J'ai trouvé ça beau en fait, j'étais vraiment portée par un élan de guérison et de retour à mes sources. C'est ce qui t'a soigné finalement, oui. Soigné. Comment est-ce que on définit l'anxiété de performance? Je pense que ça peut être différent pour tout le monde. On peut parler des symptômes. Déjà, il y a des gens qui vont s'y reconnaître. Peut-être des symptômes, de comment ça se présente. Pour moi, c'était une certaine paralysie. On dirait que je trouvais plus mes mots. Déjà, quand j'essayais dans un processus créatif, j'arrivais plus à m'exprimer. Je devenais assez paralysée. Après, ça pouvait aller jusqu'à du brain fog, là, vraiment comme j'ai vraiment incapacité par l'angoisse. Comment le définir? Je sais pas trop. Je dirais que ça vient de la validation extérieure, je pense. Ça vient de ton besoin de plaire, de plaire, ou c'est parce qu'on est dans un milieu avec les arts où on est dépendant quand même du regard de l'autre. Ça reste que c'est un milieu de communication. Est-ce que justement, parlant de ce milieu, tu disais qu'il y avait beaucoup d'entraide. Est-ce qu'il y a aussi de la concurrence? Il y a énormément de compétition. C'est extrêmement compétitif. Ceci dit, je trouve que surtout une fois que tu sors dans le milieu scolaire, quand on est à l'université, tout le monde est terrorisé de pas trouver sa place. Et donc, je pense que dans ce milieu-là, il y a plus de compétition et parfois un peu moins de camaraderie. Après, par contre, dès qu'on en sort, tu te rends compte que il y a pas de place, il y a pas de place fixe pour personne. Chacun l'a fait, sa place, l'a créé, trace son chemin, trace son parcours de relation, puis c'est ce tissu social-là finalement qui te mène où tu dois aller avec ta création. Et puis je trouve que depuis que je suis sortie justement de l'école, je rencontre que des personnes bienveillantes et solidaires et qui veulent le mieux pour le milieu des arts finalement. Est-ce que tu as une expérience en particulier à raconter sur Achina, ici à Winnipeg? Une expérience. Déjà, je dois dire que les chanteurs sont vraiment, vraiment excellents. C'est du très, très haut calibre. La première journée de répétition, on était tous là avec la mâchoire qui tombe. C'est comme là, on se révèle les uns aux autres, puis on est comme, mon Dieu, mais c'est tellement merveilleux. C'est tellement... c'est ça, je pense que ça a été juste une espèce d'émerveillement continuel là, toute la semaine. Tout fonctionne. En fait, ça a été ça. Il n'y a pas grande anecdote finalement parce que tout a marché depuis le début.
On arrive sur la fin de notre balado. Est-ce qu'il y a, du coup, j'allais poser cette question, mais tu as déjà répondu tout à l'heure, est-ce qu'il y a d'autres projets en développement qui se profilent à l'horizon pour toi? Oui, en fait, moi, j'ai fait un retour aux sources avec la création d'un premier EP. Donc, j'ai commencé à sortir des morceaux, là, déjà depuis quelques semaines. Donc, un album? C'est un mini-album ouais. De 6 morceaux. Donc, on a sorti... en fait, les chansons en ligne, je les sors en mode single parce que comme il y a personne qui me connaît comme auteur, compositrice, interprète, ça me permet de faire de créer un peu de visibilité pour chaque morceau. Donc là, on a sorti déjà 3 morceaux. Il en reste encore 3 à paraître. Le projet s'appelle « Je me souviens à toi ». C'est ça, c'est des morceaux hyper personnels qui racontent un peu mon parcours. Et où est-ce qu'on pourra retrouver l'album? Partout, en mode virtuel, il est partout, il est sur toutes les plateformes. Ouais. Et puis sinon, l'album physique, le EP, je le vends que dans mes spectacles. Donc, faut venir me voir en salle. Super, on prend note. Tu viendras jouer ici d'ailleurs? J'aimerais beaucoup, oui. Est-ce que tu aurais un livre à conseiller? Oui, je lis beaucoup. En fait, c'est difficile d'en choisir un. On parlait de psychologie. Alors, je vais vous parler de Irvin Yalom. C'est un de mes auteurs préférés. C'est un psychothérapeute américain qui a fait des romans et aussi des essais sur la psychologie, mais des romans qui vont vraiment dans la précision et la subtilité du personnage, finalement, de par sa compréhension des schémas de pensée. Et il y a un livre en particulier qui m'a beaucoup ému, et ça s'appelle « Et Nietzsche a pleuré ». Et Nietzsche a pleuré. Ouais. En fait, ça fabule un peu une rencontre entre Nietzsche et Freud, qui n'a pas eu lieu, ou peut-être qu'elle a eu lieu, mais en fait, il y a un moment historiquement où Nietzsche est disparu, je pense, où on n'a pas trop de traces de où il était pendant un mois. Puis, Yalom, il a figuré que pendant ce mois-là, il était avec Freud, en fait, et que Freud essayait de l'aider. Non, pas Freud. Pardon, je me trompe, c'est un étudiant de Freud. Je me rappelle plus de son nom. C'est un étudiant de Freud. Un psychanalyste. Et puis il a essayé d'aider Nietzsche à se sortir de sa mégalomanie puis de ses troubles finalement. Mais c'est vraiment vraiment magnifiquement bien écrit et touchant, très très touchant. Autre que Alcina, je me sens un peu obligé de poser la question, est-ce qu'il y a un opéra que tu conseillerais d'écouter? En fait, je conseillerais parce que chaque opéra va dépendre des gens, je conseillerais aux gens de ne pas chercher à écouter les greatest hits, mais d'y aller vraiment avec leur champ d'intérêt. Parce que si vous fouillez, il y a un opéra qui parle d'absolument tout, et il y a des opéras qui ont des influences variées. Moi, j'ai enregistré un opéra de chambre l'année dernière qui s'appelle La nuit et ma femme, qui parle de Jack Kerouac, qui est un opéra pour slammer, 2 chanteuses, guitare électrique, ensemble de musique de chambre. Donc, je veux dire, il y a vraiment de tout qui existe. Ce que je recommanderais, c'est de ne jamais se forcer à écouter quelque chose qui nous plaît pas, parce que comme il y a de tout, c'est sûr qu'inévitablement, il y a des choses qui nous plairont pas. Faut pas se faire une idée de l'opéra, c'est ça. Ouais, alors qu'en réalité, c'est extrêmement diversifié. C'est extrêmement diversifié, ouais. Est-ce que tu as une dernière chose à ajouter? Merci d'avoir fait une place au monde lyrique sur votre balado. Ça fait plaisir de vous rencontrer. Merci beaucoup. Pour terminer, Alcina est présentée donc au Manitoba Chamber Orchestra au Crescent Art Center dans leur église. Mm-hmm. Et la première était hier jeudi 15 juin et sera encore jouée ce samedi 17 juin. Vous pouvez retrouver, vous pouvez acheter des places, sur www.temco.ca. J'ai bien prononcé Temco? Ouais. Merci beaucoup, merci de nous avoir écoutés et puis on se retrouve pour un prochain balado très bientôt. C'était le Café Molière, un balado du théâtre Sarc Molière en collaboration avec la radio Envol 91 FM. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez également retrouver l'ensemble de nos épisodes sur les plateformes d'écoute en ligne et sur sarclemolière.com.